Bonjour à tous. Merci Jamel de m'avoir proposé de faire cette intervention. Donc je vais effectivement vous parler de la place des ultrasons dans le traitement des troubles du mouvement. Alors peut-être en introduction, je pense que vous avez tous entendu parler de cette technique parce que les patients en parlent et parfois comme de quelque chose d'un peu magique pour traiter les tremblements, la dystonie, la maladie de Parkinson. Et je pense que pour essayer de démythifier cette technique, c'est important de faire un petit retour en arrière et de revenir sur des éléments importants sur l'histoire de la chirurgie stéréotaxique des troubles du mouvement. Alors si on regarde voilà, pas mal en arrière, on voit en fait que la chirurgie stéréotaxique des troubles du mouvement, elle naît avec la stéréotaxie. Le premier appareil stéréotactique, il est décrit en 1948 et dès 1952, alors j'essaie de voir le pointeur. Là. Oui, voilà. Et donc dès 1952, on a une publication qui rapporte la réalisation, grâce à cet appareil de stéréotaxie, de thalamotomie et de palidotomie. Donc on est sur les cibles dont on va parler, les noyaux gris centraux, pour traiter des troubles du mouvement. Alors évidemment, à cette époque, les procédures, elles sont invasives. On va avoir des lésions qui vont être réalisées avec différentes méthodes, des méthodes électrolytiques, puis après de la radiofréquence. On a un ciblage qui n'est pas très fiable, qui va s'appuyer sur des repères ventriculographiques, et évidemment, la morbidité est importante, ce qui fait que certaines cibles sont rapidement abandonnées, notamment la palidotomie. Mais en revanche, la thalamotomie va trouver une place importante pendant pas mal d'années pour traiter les tremblements, pour traiter les mouvements anormaux. Et je vous rappelle qu'en ce qui concerne les tremblements de la maladie de Parkinson, on est à l'ère antérieure à la découverte de la lévodopa, donc c'est des traitements qui ont rendu de réels services aux patients. À la fin des années 80, il y a un changement de paradigme qui est l'apparition de la neurostimulation. Alors c'est l'équipe de Grenoble qui a montré avec la cible thalamique que la neurostimulation d'une région du thalamus, en l'occurrence le noyau VIM, avait un effet clinique équivalent sur l'amélioration du tremblement à ce qu'on savait déjà faire, c'est-à-dire des lésions de cette structure. Alors si on compare les deux méthodes, on voit quand même qu'il y a des avantages qui sont assez indéniables pour la neurostimulation. Elle est non lésionnelle, elle est réversible, on peut adapter les paramètres et elle permet de réaliser des procédures bilatérales d'emblée. Il y a malgré tout des problématiques, c'est une technique qui est invasive et surtout c'est une technique qui transforme des malades avec un tremblement essentiel qui est une pathologie pas très grave en des malades chroniques qu'on doit suivre pour la vérification du matériel, le changement des piles, etc. Alors de l'autre côté, les lésions telles qu'elles étaient pratiquées à l'époque, pas beaucoup d'avantages, c'est invasif, c'est lésionnel, donc définitif et non adaptable. Ça permet en règle générale d'effectuer des procédures unilatérales, éventuellement bilatéralisées dans un deuxième temps. En revanche, le malade traité n'a pas besoin d'être suivi régulièrement dans le centre. Et donc, de manière assez évidente, la neurostimulation a trouvé une place prépondérante dans le traitement des troubles du mouvement, avec les cibles classiques que vous connaissez, le thalamus pour traiter les tremblements d'une manière générale, le pallidum interne pour traiter les dyskinésies induites par la lévodopa dans une certaine mesure et les dystonies, et puis le noyau subthalamique qui est la cible de choix pour traiter l'ensemble des symptômes du syndrome parkinsonien, donc la kinésie, l'hypertonie et le tremblement, alors que le thalamus ne permet de corriger que le tremblement. Pour autant, et je pense que c'est important d'avoir cette idée en tête, la chirurgie lésionnelle invasive, elle n'a jamais été complètement abandonnée. Je vous donne 3 exemples. Donc ici, une publication de 2000 dans le New England, qui est un essai comparatif de la thalamotomie et de la stimulation du VIM pour traiter le tremblement essentiel. Donc on est à une époque où on pratique déjà régulièrement la neurostimulation. Un autre exemple également ici, des thalamotomies pour traiter les dyskinésies induites par la lévodopa chez des patients parkinsoniens. Pendant longtemps, on a aussi fait des thalamotomies de secours, des palidotomies de secours pour traiter des patients dystoniques sévères chez qui on ne pouvait pas proposer la neurostimulation. Et puis également, si on s'intéresse à la cible subthalamique, il y a des séries de subthalamotomies qui ont été rapportées. Alors, ça n'a pas été fait dans des pays occidentaux, enfin, ça a été fait à Cuba en l'occurrence, dans un pays avec un système de santé qui ne permettait pas d'accéder à la neurostimulation. Et l'équipe spécialisée dans la prise en charge des troubles du mouvement qui a
accompagner les neurochirurgiens cubains. C'est notamment l'équipe espagnole de José Obeso qui va être l'équipe pionnière dans la résurgence de la chirurgie lésionnelle avec les ultrasons. Et donc ce travail montre que la subthalamotomie unilatérale permet d'améliorer les symptômes parkinsoniens sans aggravation significative des dyskinésies, avec une tolérance qui paraît correcte. On n'est pas dans la préhistoire de la chirurgie des troubles du mouvement. C'est une publication de 2009 avec un recrutement de patients qui a eu lieu entre 1995 et 2004. Alors, pourquoi est-ce que la chirurgie lésionnelle des troubles du mouvement va réémerger ces dernières années? Eh ben, c'est permis par l'émergence de techniques qui permettent d'obtenir des lésions intracérébrales et notamment de structures profondes de manière non invasive. Alors c'est deux méthodes, il y en a d'autres, mais les deux méthodes principales, c'est le gamma knife et plus récemment une technique qu'on appelle les ultrasons focalisés haute intensité ou ultrasons focalisés guidés par IRM. C'est parfaitement synonyme. Ces techniques permettent d'obtenir des lésions cérébrales profondes soit par radionécrose avec le gamma knife, soit par thermocoagulation avec les ultrasons. Et ces techniques ont trouvé leur plein essor grâce à l'amélioration du ciblage qui a été permis par les progrès sur les techniques IRM. Et donc c'est la conjonction de ces deux phénomènes a permis le renouveau des thérapeutiques lésionnelles pour les troubles du mouvement. Alors, les ultrasons, vous savez, les ultrasons, c'est des ondes acoustiques comme les ondes sonores. Elles se déplacent dans un milieu support qui peut être solide, liquide ou gazeux, et elles ont une fréquence qui est supérieure à 20 000 Hz, alors que le son audible va avoir une fréquence entre 20 et 20 000 Hz. Donc, c'est des ondes acoustiques de haute fréquence, et une onde acoustique qui se propage dans un milieu, elle peut avoir différents devenirs. Le premier devenir, c'est qu'elle peut être réfléchie. Et donc les ultrasons réfléchis, c'est la base des systèmes de détection utilisés dans le vivant, de l'échographie et également du sonar. L'onde acoustique, elle peut être absorbée par le milieu, et quand elle est absorbée par le milieu, elle va interagir avec lui. Ça peut entraîner des effets de pression, sans augmentation de la température et un effet de pression sur les neurones. On peut imaginer que ça va en modifier l'activité et permettre des techniques de neuromodulation. Et puis, ça permet également d'agiter les molécules d'eau. Et quand on agite les molécules d'eau, ce qu'on fait, c'est qu'on élève la température. Et quand on élève la température, à un certain moment, on va obtenir des lésions tissulaires. Troisième devenir possible, à la traversée de certains milieux, notamment les milieux hétérogènes, les ultrasons vont se trouver soit dispersés, soit vont changer leur vitesse et leur direction. Et donc, ça va être à l'origine d'un déphasage. Et ce déphasage va poser des problèmes de ciblage des ultrasons, notamment quand on est dans une logique de lésion intracérébrale, avec le problème de la traversée de l'os crânien. Alors, le principe des ultrasons focalisés haute intensité pour faire des lésions intracérébrales, c'est d'abord de fractionner l'énergie sur la surface du scalp et de permettre un repérage de qualité. Le repérage de qualité, c'est à la fois nécessaire pour le monitoring de la procédure et également pour le ciblage. Et ça, c'est possible grâce à la technique, au couplage du transducteur ultrason avec l'IRM. Et donc, le choix technologique qui a été fait, c'est un grand transducteur qui contient un très grand nombre d'éléments ultrasonores. Alors là, vous ne voyez pas bien, mais il a la forme d'un home qu'on va venir placer sur le scalp du patient. Le dispositif est IRM compatible, donc toute la procédure se passe dans l'IRM. Et par ailleurs, il faut limiter les échauffements qui pourraient résulter du passage des ultrasons au niveau du scalp et du crâne. Et donc pour ça, on a une membrane qui va contenir de l'eau, qui va circuler à basse température, qui permet également d'assurer une interface entre le transducteur et le tissu. Deuxième élément, il faut focaliser l'énergie ultrasonore au point qu'on souhaite traiter, sans léser les tissus dans lesquels vont passer les faisceaux d'ultrasons. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait un système logiciel extrêmement subtil qui va calculer les éléments ultrasonores à activer pour chacun des tirs et la puissance que le système doit attribuer à chacun des éléments et qui va également corriger les distorsions, les déphasages qui résultent de la traversée de l'os crânien. Donc il y a vraiment sur cette technique des progrès technologiques et des progrès des connaissances de la physique qui ont permis de l'utiliser de manière fiable pour la réalisation de lésions intracérébrales. Troisième point, on a envie de surveiller ce qui se passe
en direct, online. Et donc pour ça, on a deux méthodes qui sont très importantes. Une première méthode qui repose sur l'imagerie, qui est une technique de thermographie par IRM, qui permet de suivre la dynamique de l'élévation de température sur n'importe quel point cérébral, mais particulièrement autour de la cible qu'on vise. Et puis, il faut évidemment une évaluation clinique. Et l'évaluation clinique, c'est le rôle du neurologue pendant la procédure, qui va tester après chaque tir d'ultrason les bénéfices et les effets indésirables pour le patient. Alors, en pratique, on fait comment ? On va voir les patients, on va leur expliquer les avantages et les limites. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a comme un point important, c'est de rappeler que cette thérapeutique, elle est lésionnelle. Elle n'est pas invasive. C'est un avantage très important, certes, mais à l'arrivée, il y a une lésion intracérébrale. Il faut chercher les contre-indications générales liées à la technique. Alors, pour les ultrasons, ce n'est pas possible quand les patients ont des traitements antithrombotiques et des troubles de la coagulation qu'on ne peut pas corriger. C'est problématique quand il y a des implants ou des lésions intracérébrales, sauf si on peut les éviter dans la planification des tirs à ultrasons. Le fait d'avoir eu des AVC dans l'année, c'est une contre-indication. L'hypertension artérielle sévère, c'est une contre-indication. Il y a également un critère sur la densité osseuse qui est déterminé à partir d'un scanner cérébral. Et puis, bien évidemment, on ne va pas opérer tous les patients. Il va y avoir des critères qui vont être spécifiques à la pathologie qu'on souhaite traiter. Par exemple, quand on s'intéresse au tremblement essentiel et qu'on veut léser avec les ultrasons le noyau VIM du thalamus, on va être très prudent chez les patients qui ont des troubles de l'équilibre sévères. C'est une technique qui nécessite une extrêmement bonne interface entre le transducteur et le tissu. Et donc, il faut que les patients soient rasés de très près, quasiment épilés au niveau du scalp. La procédure, elle se fait sans anesthésie chez un patient réveillé. Elle est ambulatoire ou lors d'une courte hospitalisation, suivant les centres. Et ça, c'est important puisqu'il faut un repérage IRM de qualité, il faut un cadre stéréotaxique. Donc, on n'est pas totalement non invasif non plus. Alors, comment ça se passe ? Le patient est installé dans le transducteur et l'IRM. Le neurochirurgien va planifier le tir en alignant le transducteur avec la cible. Il va y avoir dans un premier temps des tirs de faible énergie qui vont permettre de contrôler la qualité de l'alignement et de corriger si nécessaire. Et ensuite, on va faire des tirs d'ultrasons à intensité croissante. Alors, les deux paramètres qu'on manipule pour gérer l'énergie qu'on va délivrer, c'est la puissance qu'on va utiliser d'ultrasons et puis la durée des tirs. On va proposer des tirs avec des intensités croissantes, donc au départ des élévations de température modérées qui vont permettre d'obtenir des effets transitoires et donc de vérifier la qualité de l'effet et l'absence d'effets indésirables. Et puis une fois qu'on est sûr qu'on est sur la bonne cible, on va augmenter la température en augmentant le niveau d'énergie délivrée et on va créer une lésion irréversible. Alors, il y a des effets indésirables qui sont liés au passage des ultrasons dans les tissus nécessaires pour le traitement. Donc le passage de la voûte crânienne, ça peut entraîner des céphalées, parfois très intenses. Le passage des ultrasons dans le cerveau, ça donne des sensations vertigineuses, parfois assez spectaculaires, des nausées et chez certains patients des vomissements. Je vous rappelle que les patients sont allongés avec la tête fixée sur la table IRM par le cadre stéréotaxique. Donc, vous avez ici l'exemple du traitement, la cible, l'élévation de température, qu'on va retrouver sur des courbes dynamiques d'élévation de température, les éléments activés, et puis ici le spectre qui traduit l'énergie acoustique délivrée par les ultrasons. Alors, les applications cliniques aujourd'hui, les indications validées, c'est la thalamotomie du VIM unilatéral ou bilatéral pour les tremblements essentiels et tremblements parkinsoniens. Il y a quelques cas ou séries de cas rapportés pour d'autres causes de tremblements, mais on n'est pas dans des indications qu'on peut proposer en routine. Il y a des indications qui, à mon sens, sont plus exploratoires, même si le marquage CE du dispositif est très large. La subthalamotomie pour les syndromes parkinsoniens de la maladie de Parkinson, la palidotomie dans la maladie de Parkinson, et je dirais un mot parce que je trouve que c'est intéressant, de la palidotomie dans la dystonie. Il y a un cas intéressant qui a été rapporté, deux cas intéressants rapportés récemment. Alors, on va commencer par le tremblement essentiel. C'est évidemment la première indication qui a été explorée compte tenu de ce qu'on savait déjà de la chirurgie lésionnelle dans cette indication. Je vous montre ici l'étude Pivot qui a été publiée en 2016. C'est une étude qui va comparer les ultrasons, enfin, des sonications réelles avec une procédure sham, donc une procédure placebo. Ce qu'on voit, c'est que les patients qui ont été traités vont voir le tremblement pour le membre supérieur traité. Alors, on fait une procédure unilatérale. Donc, on va regarder la sévérité du tremblement sur le membre supérieur contralatéral au thalamus qu'on a lésé. Donc, on a une amélioration de 47% de la sévérité du tremblement du côté traité, alors qu'il n'y a
a pas d'effet avec la procédure sham, et c'est un effet qui se maintient à 1 an, même si on a l'impression qu'il y a une très discrète tendance à l'aggravation. Il y a 56 patients qui ont eu le traitement actif, et on voit que l'amélioration est supérieure à 40% chez 36 des 56 patients traités. Il y a des effets indésirables qui sont plus fréquents et plus sévères dans les semaines qui suivent la procédure, mais quand on regarde ce qui reste à 1 an, on va quand même avoir des troubles de la sensibilité, notamment des paresthésies qui vont toucher la face et le membre supérieur, 14% des patients. Une dysgeusie, on ne s'y attendait pas vraiment, chez 4% des patients. Il y a pas mal de travaux pour expliquer pourquoi ça arrive. Des troubles de l'équilibre, alors soit très discrets, soit modérés chez 10% des patients. Et dans cette étude-là, un déficit moteur chez un patient. L'idée quand même, c'est qu'il y a une courbe d'apprentissage et que plus on pratique cette technique, meilleur on calibre les tirs et mieux on arrive à optimiser le rapport entre l'efficacité et les effets indésirables. La lésion qu'on obtient est là, cette tête-là qu'on est en aigu, donc c'est une lésion qu'on décrit comme étant en cible, avec un centre qui est en hyposignal très franc sur une séquence T2, une périphérie qui est en hypersignal très marqué, et puis autour, un hypersignal un peu plus diffus, moins bien limité, qui traduit l'œdème. Vous avez ici la taille de ces différentes régions à 24 heures et la taille à 3 mois. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, à 3 mois, la lésion, elle est très très petite. Elle fait moins d'1 millimètre. Et si vous regardez les différentes séquences, elle est visible en T2, en flair, en diffusion sur les séquences sensibles aux artefacts de susceptibilité paramagnétique en T1 et elle prend le GADO à 1 jour. Quand vous regardez à 3 mois, elle est quasiment visible uniquement sur les séquences sensibles aux artefacts de susceptibilité paramagnétique, ce qui veut dire qu'il y a bien un dépôt d'hémosidérine à cet endroit. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est... oui, ça c'était juste pour vous montrer... les exemples cliniques. Alors, je ne sais pas si je peux passer la vidéo. Donc, c'est un patient qui a été traité à la Pitié-Salpêtrière. Alors, je me bloque avec mes coudes. Vous voyez donc, là, on le voit en train de jouer de la clarinette, membre supérieur droit et gauche qui tremble. Vous voyez ici la réalisation des spirales des épreuves graphiques. Et on a le même patient le lendemain de son traitement. Alors, il tremble encore à gauche, mais le membre supérieur droit qui a été traité ne tremble plus. Vous pouvez voir ici les épreuves graphiques qui se sont très nettement améliorées. Je vous montre ici les premiers résultats de notre série qu'on a fait dans le cadre d'un protocole de recherche avec 15 patients qui ont été traités. Les patients ont vu l'amélioration du tremblement du membre supérieur droit traité de 71%, une amélioration du score total de tremblement de 53%. On a la moitié des patients à peu près qui ont des troubles sensitifs légers à modérés à 3 mois et un tiers des patients qui vont avoir une plainte sur l'équilibre, également légère à modérée à 3 mois. Alors les questions qu'on se pose pour la thalamotomie par ultrason sur le tremblement essentiel, c'est est-ce qu'on peut espérer une amélioration à long terme? Il y a des séries qui ont suivi les patients jusqu'à 4 ou 5 ans. Globalement, on a un bénéfice qui se maintient dans le temps, même si, et ça c'est quelque chose qu'on connaissait déjà avec la neurostimulation, on a une tendance à l'aggravation progressive du tremblement qui est certainement la conséquence de la progression de la maladie. La deuxième question, c'est est-ce qu'on peut réaliser des procédures bilatérales? Alors, jamais d'emblée, mais on peut proposer aux patients qui ont une procédure unilatérale, 6 à 9 mois après, 1 an après, une procédure contralatérale. Globalement, dans les séries qui sont intéressées à cette question, la tolérance semble équivalente à celle de la procédure initiale, avec des effets indésirables qui sont modérés et réversibles, mais qui persistent parfois. Dans ce travail-là, il y a 2 patients qui ont développé après la procédure du deuxième côté, des troubles de la déglutition, alors que ça n'avait pas été observé sur les lésions unilatérales. Donc, il y a quand même une question qui va se poser sur la tolérance. Il y a un biais de sélection. On va certainement proposer la thalamotomie contralatérale à des patients qui ont parfaitement toléré le premier côté. La question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui se passera dans une condition vraie vie où on va traiter les patients plus largement. Alors, c'était pour le tremblement essentiel. On a également proposé la thalamotomie par ultrason pour le tremblement parkinsonien. Donc, je vous montre ici l'étude pivot, qui est également une étude contrôlée avec une procédure sham.
Les patients ayant eu la procédure active vont voir une amélioration du tremblement parkinsonien de 62%, contre 22% pour la procédure placebo. C'est intéressant, vous vous souvenez, dans le tremblement essentiel, il n'y avait pas d'effet placebo, alors que dans le tremblement parkinsonien, il y a un effet placebo qui est important, 22% à 1 an, avec une tolérance, je ne le rappelle pas ici, qui est la même que celle décrite pour le tremblement essentiel, donc les mêmes types d'effets indésirables. Ce n'est pas très étonnant, c'est vraiment lié à la technique et à la structure possible. Alors, pour donc la thalamotomie du VIM par ultrason, on est, je dirais, à un niveau de maturation de la technique qui permet de la proposer en routine. Nous, on a commencé il y a quelques années, 3-4 ans, mais en fait, c'est fait depuis 10 ans dans le monde. Il y a donc une efficacité sur le tremblement essentiel et parkinsonien, mais il pourrait y avoir un intérêt pour d'autres types de tremblements, notamment les tremblements dystoniques, peut-être les tremblements de la sclérose en plaques, un cas rapporté. Ce qui est essentiel, c'est d'identifier les facteurs pronostiques qui vont permettre d'obtenir un bon résultat, notamment en termes de ciblage et de localisation de la lésion. J'ai été un peu réducteur en vous indiquant que la cible, c'était le noyau VIM du thalamus, mais en réalité, c'est plus complexe. Il y a d'autres cibles qui sont considérées. Il y a également l'importance des caractéristiques des paramètres de sonication. Est-ce qu'il faut tirer longtemps? Est-ce qu'il faut tirer à haute énergie? Tout ça est dépendant de progrès sur la qualité du ciblage qui sont réalisés grâce à l'IRM. Alors, je vais vous dire un mot des autres applications. Dans la maladie de Parkinson, on a traité le tremblement avec une thalamotomie, mais on a également proposé la réalisation de lésions du noyau subthalamique, donc une subthalamotomie, dans l'objectif d'améliorer l'ensemble des symptômes de la maladie de Parkinson. Donc vous avez ici l'étude pivot qui est toujours réalisée contre une procédure sham. C'est 40 patients qui ont été traités, 27 ont eu le traitement actif, 13 la procédure sham, et vous avez une amélioration du score MDS-UPDRS du côté traité de 8,1 points avec la procédure active par rapport au sham, avec à nouveau une très grande majorité des patients traités, vous avez les résultats individuels, qui va avoir une amélioration supérieure à 30%. On a des effets indésirables, notamment l'apparition de dyskinésie en off. C'est une interrogation qu'on a, une inquiétude qu'on a avec les procédures sur le noyau subthalamique. Est-ce qu'on va réaliser cette procédure sans aggraver les dyskinésies? Donc, il y a des patients qui ont développé des dyskinésies de off. Normalement, les dyskinésies sont induites par le traitement chez les patients parkinsoniens. Des patients qui n'avaient pas de dyskinésie induite par le traitement qui vont les développer en post-procédure. Quelques patients qui ont présenté une dysarthrie et des troubles de l'équilibre. Globalement, les effets indésirables sont transitoires, mais vont parfois persister à 4 voire à 12 mois. Globalement, les dyskinésies ont plutôt disparu dans cette étude à 12 mois. La même équipe s'est également intéressée à la question de la bilatéralisation des lésions. Donc, on a réalisé la lésion unilatérale, et pour quelques patients qui ont souhaité le faire, probablement ceux chez qui la procédure a été efficace et bien tolérée, l'idée a été de traiter l'autre côté, qui était responsable d'une aggravation du syndrome parkinsonien. Et cette première publication, c'est 2024, considère que la technique permet d'améliorer le syndrome parkinsonien pour le deuxième côté traité, avec une tolérance qui paraît relativement acceptable. On a ici la dysarthrie, des problèmes de parole, mais finalement pas tellement plus d'effets indésirables que ce qui avait été observé après les procédures unilatérales, mais c'est 6 patients. Et je pense que la question de la tolérance des procédures bilatérales, elle doit vraiment être posée et scrutée avec attention. Alors, pour terminer, une autre application, alors je l'ai mise parce que j'ai trouvé que c'était assez spectaculaire. On change de cible, on va sur le pallidum interne cette fois-ci, et on va dans des tableaux de dystonie très sévères et de patients qui sont des patients fragiles avec 2 pathologies génétiques qui sont à l'origine d'orage dystonique. Le problème de l'orage dystonique, c'est que ça menace le pronostic vital, et les patients sont parfois tellement fragiles que la réalisation de la mise en place d'électrodes de neurostimulation peut être impossible. Et donc, on a proposé pour ces 2 patients une pallidotomie bilatérale par ultrason réalisée sous anesthésie générale. Donc on change, on s'écarte de la procédure que j'ai décrite tout à l'heure, et je vous montre ce que ça fait. Donc premier patient, qui est un patient qui a un PICAN, qui est vu à 5 ans, avant l'aggravation. Il a ensuite son orage dystonique. Alors c'est des situations dans lesquelles on peut
être amené à sédater les patients dans un contexte de réanimation. Et donc, à cet âge-là, il y a évidemment une menace du pronostic vital. Voilà. Et donc, après la palidotomie bilatérale par ultrason, il reste très sévère. Et 4 mois après, voilà, il y a quand même une amélioration qui permet de le maintenir au fauteuil. Il a pu sortir de l'hôpital. Deuxième patient, une autre maladie génétique qu'on appelle GNAO1. Donc l'état de base avant l'orage dystonique. L'orage dystonique qui résiste aux thérapeutiques médicamenteuses. La période pré-chirurgicale. 15 jours après la palidotomie bilatérale. Et à distance. Voilà, donc on est sur 2 cas, c'est totalement exploratoire et on n'est pas du tout dans la routine, mais je pense que c'est intéressant de vous le montrer parce que ça, c'est des patients qui peuvent vous intéresser. Voilà, donc si je conclue, la thalamotomie par ultrason, c'est un traitement pertinent des tremblements essentiels et parkinsoniens, ça, il n'y a pas de doute. Les autres cibles et autres indications restent des applications de recherche. Il y a un enjeu sur la caractérisation des cibles optimales. Alors, ça passe par les progrès des techniques IRM, mais ça passe également par une véritable anatomie fonctionnelle. Cette anatomie fonctionnelle, on l'approche en s'intéressant aux conséquences des lésions qu'on fait, mais on est évidemment très intéressé à avoir une méthode qui permettrait d'obtenir un effet réversible des ultrasons sans lésion. Et donc ça, c'est possible avec la technique par neuromodulation que notre centre et notamment Elodie développe. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais juste dire que c'est un travail qui est un travail d'équipe. Et je voudrais surtout, alors elle est là, c'est pas juste pour la flatter, mais c'est la réalité, souligner le rôle d'Elodie qui porte le projet à bout de bras depuis le début. Ah, bah si, un peu quand même, qui aurait pu être à ma place. Merci de votre attention. Merci beaucoup David pour cet exposé très didactique. Y a-t-il des questions dans la salle? Moi j'aurais une petite question. Et donc vous contrôlez en paire procédure la disparition des tremblements. C'est ça, vous arrêtez quand... Absolument. D'accord. Et la lésion est d'une taille d'1 millimètre à peu près? Alors, à terme, elle fait 1 millimètre et elle est à peine visible. Quand on la regarde en post-opératoire, elle peut faire, alors si on prend l'ensemble de la lésion à 9 mm, si on prend la zone en hyposignal avec l'hypersignal autour, on va être autour de 4 à 5 mm. D'accord. Une question, donc comment se fait le choix entre la stimulation cérébrale profonde et quel est le point de vue du patient à ce niveau-là? Parce que c'est lésionnel versus... Il y a une troisième technique dont j'ai pas parlé parce que j'ai pas le temps, mais le gamma knife aussi qui peut être discuté. Donc il y a la question du choix du patient, peut-être la question de l'âge et de la durée d'évolution attendue. Peut-être que chez des sujets plus jeunes pour lesquels il y a un tremblement très sévère bilatéral, chez qui on veut proposer une procédure bilatérale d'emblée, on ira plutôt vers la neurostimulation. Mais il y a une chose qui est assez claire, c'est que depuis qu'on utilise les ultrasons en routine, il y a quand même un shift assez net de l'indication neurostimulation thalamique pour les tremblements vers les ultrasons. Voilà. Je pense que c'est des choses qui vont... en termes d'efficacité, finalement, ça n'a jamais été comparé directement, mais on est sur des efficacités qui sont assez similaires. Mais on a cette idée quand même qu'avec la neurostimulation, il y a quelque chose qui est adaptable. Il y a aussi la préférence du patient qui entre en jeu. Il y a aussi la question... voilà, c'est cette idée que peut-être avec la neurostimulation, il y a des situations dans lesquelles on peut avoir un échappement du contrôle du tremblement malgré une adaptation des paramètres de stimulation, phénomène qu'on a l'air de moins observer avec les procédures lésionnelles. Ça peut être un élément aussi qui oriente le choix, mais je pense qu'on n'a pas encore complètement tranché cette question-là. Et juste une dernière petite question. En cas de récidive, c'est quoi les options, les possibilités thérapeutiques? En cas de récidive, justement. Alors, en cas de récidive, ça a été montré, nous on l'a pas fait, mais certaines équipes on peut proposer de retraiter en changeant un petit peu la cible. Donc on peut faire des procédures qui sont des procédures étagées. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci.